Elvis Presley avec Can't Help Falling in Love. Il est 11h07 et bien sûr c'est autour du midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. J'espère que vous êtes avec nous et on va vous accompagner tout au long de votre destination si vous êtes en voiture. Sinon, vous pouvez nous écouter aussi sur notre site internet www.rtci.tn. Aujourd'hui, donc, dans Autour du midi, on va parler de climat, de résilience et de solutions durables face à l'urgence climatique. La Tunisie a franchi un pas important avec l'organisation des premières assises de l'adaptation climatique par les solutions fondées sur la nature. Les assises assistent cet événement porté par le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante et ses partenaires a réuni élus locaux, experts, chercheurs, sociétés civiles et représentants institutionnels pour réfléchir ensemble à une nouvelle approche, placer la nature au cœur de l'action publique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hege Chérif, coordinatrice principale du projet Assist. Alors on va rappeler que Assist, c'est Action climatique inclusive dans les communes tunisiennes, avec elle nous allons revenir sur les objectifs de ce projet, les résultats attendus et l'impact qu'il pourrait avoir pour nos territoires et nos communautés. Madame Hege, bonjour, bienvenue sur RTCI. Bonjour Mahdi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, tout l'honneur est pour nous. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RTCI. Merci à vous d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le projet Assist, Action climatique inclusive dans les communes tunisiennes, et quelles sont ses grandes ambitions pour la Tunisie? Alors, comme tu l'as bien cité, c'est Action climatique inclusive dans les communes tunisiennes. En fait, c'est un projet qui a trois principales composantes, à savoir la gouvernance locale. Donc, on tente d'améliorer la gouvernance locale à travers le renforcement de capacité des acteurs locaux, à travers le réseautage, etc. Mais aussi, nous avons une deuxième composante qui est très intéressante, c'est l'encouragement à l'adoption des solutions fondées sur la nature. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et bien sûr, on essaie d'améliorer, toujours de respecter l'équité et l'inclusion sociale. La troisième composante, c'est la coordination multiniveau, parce qu'on sait que les politiques publiques sont mises en œuvre, plutôt en place par le niveau national. Alors, nous avons à mettre en place un mécanisme de coordination multiniveau pour que les politiques, ces fameuses politiques nationales, soit mise en œuvre concrètement au niveau des territoires. Trois principales composantes. Nous avons déjà entamé la première année du projet, donc déjà on a commencé à réaliser une grande partie du projet qui consiste à l'identification des besoins en formation. On a diagnostiqué toute la situation, on a déterminé le profil des communes dans lesquelles on va travailler, le profil climatique, on a diagnostiqué la maturité climatique et là on est en phase de mettre en œuvre des solutions concrètes. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur les solutions fondées sur la nature pour répondre aux défis du changement climatique? Parce que d'abord, je ne sais pas si je dois rappeler que la Tunisie est hotspot. Elle est très vulnérable au changement climatique. Et depuis le temps, on a fait des actions d'atténuation pour faire face au changement climatique. L'atténuation, c'est des actions qui coûtent cher et qui, bien sûr, ils ont un résultat à la fin, mais dans la durée. On ne peut pas attendre tellement les vulnérabilités deviennent intenses et deviennent dangereuses. Regardez un peu les populations surtout vulnérables sur lesquelles nous on fait un focus, les populations pauvres, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Donc là, ils souffrent énormément, ils sont très impactés par les changements climatiques. On ne peut pas attendre les résultats de l'atténuation. Alors, on est en train de favoriser tout ce qui est adaptation et résilience face à ces changements climatiques. Et donc, tout le projet, il se concentre sur cet aspect-là. Je rappelle que ce projet, il est mis en place par le CILC d'abord, qui est le Centre international pour l'innovation de la gouvernance locale, et il est fait en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités et bien sûr financé par Affaires mondiales Canada. Donc pourquoi? D'abord, il y a cette expertise canadienne dont on tire profit. Et avec cette expertise, on a
c'est-à-dire on est en train comme j'ai dit, favoriser, mais on est en train de se concentrer sur des solutions qui ont donné déjà à leurs fruits dans les villes canadiennes, les municipalités canadiennes. Ce sont les solutions fondées sur la nature. C'est des solutions qui sont d'abord, qui ont un impact sociétal très important, c'est parmi les focus du projet, et c'est des solutions qui ne sont pas coûteuses, et c'est des solutions qui ont un impact économique, etc. Donc nous, environnemental, bien entendu. Et c'est quoi les solutions fondées sur la nature finalement? Ce sont des solutions ancestrales. On ne va pas réinventer la roue, on est en train de s'inspirer de ces solutions que nous avons tous. On voit un peu des solutions qui ont été pratiquées par nos ancêtres dans pratiquement toutes les villes qui sont sur les côtes, qui souffrent de sécheresse, d'érosion côtière, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On apporte cette touche d'innovation. Parce que depuis le temps, quand même, maintenant, avec l'ingénierie, avec le développement, avec la recherche et développement, avec l'innovation, les technologies, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à apporter à ces solutions pour les rendre plus accessibles, pour accélérer un peu le résultat. Et apporter donc tout de suite des bénéfices immédiats aux populations, au pays, etc. Alors, on rappelle aux auditeurs et aux auditrices que les assises se sont tenues du 16 au 18 septembre, là, il n'y a pas longtemps. Quels étaient les grands objectifs et les moments forts? Comme je viens de le dire, la recherche. Alors, ces assises, on a organisé ces assises, comme tu le dis là, du 16 au 19, 18. Au 18. En fait, les assises, ils ont rassemblé plusieurs formats de participation. Donc, il y avait des panels, il y avait un atelier de formation, des plénières, des conférences, des TED Talks, etc. Donc, tous les formats pratiquement étaient présents. Il y avait une table ronde aussi qui a été organisée en marche. En plus, on a fait appel à tous les acteurs locaux, que ce soit associatifs ou de l'administration communale. Même les conseillers locaux étaient aussi invités et impliqués. Experts, chercheurs, société civile. De l'autre côté, les acteurs nationaux, les réseaux, les experts. Il y avait aussi une délégation d'experts municipaux canadiens qui a pris part à ces assises. Donc tout le monde était réunis autour de cette problématique, parce que c'est très très important aujourd'hui d'adopter les solutions fondées sur la nature et bien sûr de s'inspirer, comme j'ai dit, le côté innovation, on va le prendre chez ces chercheurs. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui de recherche en Tunisie qui font, ils offrent des solutions, offrent des solutions concrètes à ces communes, des solutions qui peuvent apporter un bénéfice à la population communale, etc., locale, etc. Et donc, on a essayé de rapprocher l'innovation, la recherche et développement de ces acteurs, que ce soit au niveau national et au niveau local, pour avoir ce lien entre les deux parties et pour essayer de banaliser un peu, de démocratiser, je dirais, ces solutions fondées sur la nature et d'en faire bénéficier surtout les acteurs locaux. C'est les citoyens qui souffrent le plus et qui sont plus impactés par les vulnérabilités des changements climatiques. Dans vos documents, il est mentionné l'élaboration d'un policy paper de plaidoyer. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste et quel rôle il jouera dans les politiques locales d'adaptation au climat? C'est cette table ronde qui a réuni ces acteurs locaux, les conseillers locaux, la société civile locale, les responsables des 9 municipalités qui sont bénéficiaires de ce projet. Ensemble, ils ont réfléchi, ils ont rédigé ce policy paper avec un ensemble de recommandations, comment ils voient concrètement mettre en place ces solutions. Ils ont demandé à ce que le plan de développement intègre ce type de solutions. Ils ont demandé à ce que l'investissement aussi, qu'on octroie des fonds pour mettre en place ce genre de solutions. Il y a beaucoup de points sur lesquels ils ont mis l'accent. Ils ont lancé un appel. Au fait, le policy paper, c'est un argumentaire, c'est de plaidoyer
qui est adressé déjà pendant les assises à tous les participants qui étaient présents. Comme je dis, il y a des acteurs nationaux, des décideurs, etc. Et on va nous poursuivre cet élan. On va envoyer ce policy paper à tous les ministères, à tout le monde pour justement aider et soutenir et appuyer ces recommandations qui émanent justement du local. Quels sont les résultats concrets que vous attendez à court terme? Exemple, renforcement des capacités locales, inclusion des femmes et des jeunes, meilleure gouvernance climat, création de réseaux d'échanges, etc. C'est un projet qui dure sur 5 ans. Comme j'ai dit, nous avons terminé la première année. On est en phase, on est dans la deuxième année qui se termine en mars. Il reste encore quand même 3 ans. Nous allons mettre en place, là, à la fin de l'année, on va démarrer la mise en place de projets concrets. Ça va se ressentir dans le pays, je veux dire. Parce qu'il y aura des projets concrets qui vont être mis en place dans les 9 communes. C'est des projets là où on voit des solutions fondées sur la nature se mettre en œuvre. Là, on voit un pilotage qui va être qui va être réalisé par la commune même. Concrétisé, quoi. Concrétisé, et la mise en œuvre, le pilotage de ces projets va être fait par la commune même, parce qu'entre-temps, les acteurs communaux sont en train d'être formés. Il y aura des cellules climat qui vont être installées. En plus, il y a des groupes de population aussi, c'est parce que ce n'est pas un slogan, le fait de dire qu'on fait un projet inclusif. On est en train effectivement de créer des groupes de population, des groupes de leadership pour les impliquer dans la mise en œuvre de projets. Ils vont participer déjà à la conception et à la mise en œuvre de ce projet, avec bien sûr les autres acteurs de la société civile, etc. Et donc, ensemble, ils vont déjà mettre en œuvre ce projet, ils vont apprendre à mettre en œuvre un projet d'adaptation climatique inclusive et qui soit basé sur les solutions fondées sur la nature. Et par la suite, ils vont continuer ce chemin, parce que l'adaptation, c'est pas un projet. Donc, ils vont apprendre, après, ils vont continuer. Sur le long terme, quoi. Et nous, on travaille sur la durabilité, parce que c'est pour ça qu'on a mis des cellules climat, c'est pour ça qu'on fait du renforcement de capacité. Il y aura aussi le réseautage avec les autres acteurs nationaux, avec le secteur privé. Donc, on prend, disons, les mesures d'accompagnement qui vont garantir la pérennité et la durabilité de cette action d'adaptation climatique. On va parler aussi un peu d'impact et de perspective. En quoi ces solutions peuvent-elles améliorer le quotidien des citoyens dans les communes tunisiennes, notamment en zone vulnérable? C'est certain, les citoyens aujourd'hui, ils souffrent de quoi? Ils souffrent d'un problème de stress hydrique, ils ont un problème de réchauffement, c'est-à-dire l'élévation des températures. Par exemple, ceux qui sont sur la côte, ils ont des problèmes pour les pêcheurs, par exemple, il y a des pertes de plages, les hôteliers. Le littoral est mangé. Le littoral, il est un peu il est mangé, et ça se voit là, à l'œil nu, et l'impact, il est rapide. Donc, tous ces phénomènes-là, si on essaie de mettre à la disposition des populations des solutions d'adaptation et je dirais de résilience aussi, donc ils vont être plus, peut-être ils vont se protéger, ils vont avoir maintenant des solutions pour se protéger déjà, ils vont pour protéger leurs revenus, pour protéger leur santé, pour protéger leur quotidien, etc., pour protéger leurs enfants, donc même leur maison. Leur maison, c'est déjà ça. Alors, vous insistez sur l'importance de l'équité, du genre et de l'inclusion sociale, l'inclusion sociale bien sûr. Comment cela se traduit-il concrètement dans le projet? L'inclusion sociale, c'est que dès le départ, au moment là où on a commencé à diagnostiquer, on a déjà identifié les vulnérabilités dans chaque territoire. On sait maintenant que chaque territoire, quels sont les problèmes, là où il y a des problèmes de vulnérabilité avec la population, quelles sont les catégories qui sont touchées, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je viens de le dire, on crée des groupes de population et on implique ces personnes-là dans ces groupes pour qu'ils soient dès le départ impliqués dans la mise en œuvre de ces projets pilotes et qu'on établisse dès le départ des liens
avec la commune. Maintenant, Mhm. ils vont commencer à travailler sur ce projet avec la commune et ça va rester parce qu'entre-temps, il y aura des mécanismes qui vont être établis pour continuer à ce lien de disons, ce réseautage. Ils vont continuer à s'en servir. Comme ça, ils vont pouvoir être plus... toujours, ils vont être sollicités par la commune dans la réflexion, dans l'identification de petites actions, etc. Et puis, il ne faut pas croire que c'est des grandes actions qui vont être coûteuses et qui doivent être mises en place par des structures comme ça, étatiques. Non, mais même la population, c'est au quotidien. Chacun fait un petit geste au quotidien. Un petit geste déjà, le fait de nettoyer devant sa porte et de jeter ses poubelles dans les bonnes poubelles, déjà, c'est un pas. Déjà. Il faut commencer par soi-même. Des déchets qui sont... Bah oui. Ouais, les déchets. On voit encore beaucoup d'incivilité. Je veux dire, il y a des gens qui jettent des papiers, des canettes à travers les fenêtres de leur voiture. Qui ne sont pas recyclés. Tout à fait. Il faut déjà commencer par soi-même. Quelles sont les prochaines étapes, Madame Hejr, après ces premières assises? Comment assurer la durabilité et l'appropriation locale du projet? C'est la gouvernance locale le plus important, tout ce qui est dur, tout ce que c'est grâce à la gouvernance, un problème de gouvernance. Ouais. Donc, quand on aura terminé par cette action de renforcement de capacité, par la mise en place des mécanismes, par le réseautage, etc., l'objectif c'est d'arriver à quand même à sentir cette gouvernance inclusive du climat et à voir tous les acteurs ensemble travailler pour l'adaptation climatique déjà au niveau de leur territoire. Déjà, c'est au niveau de leur territoire. Si on arrive à avoir cette gouvernance fluide et bien structurée et qui dure aussi entre les différents acteurs, maintenant ils vont commencer à se connaître plus, à apprendre à travailler ensemble, à mettre en place des initiatives, à les concrétiser, à suivre la réalisation. Donc tout ceci va sur la durabilité. Va sur la durabilité. Tout ça renforce l'esprit d'équipe et de travailler ensemble. Et c'est dans 9 communes, donc c'est excellent. Après, j'espère que ça va s'étendre sur le reste, enfin, ne serait-ce que sur les communes, autour des communes voisinantes. Bien sûr. Alors, la Tunisie, est-ce qu'elle peut devenir un modèle en matière d'adaptation climatique inclusive dans la région? Bien sûr que la Tunisie va devenir un modèle d'adaptation climatique. La Tunisie... vous savez, nous avons fait déjà je ne vais pas parler au nom du ministère de l'Environnement, mais j'ai eu l'opportunité et la chance d'apprendre beaucoup sur ce qui a été fait déjà au niveau du ministère de l'Environnement, parce qu'on a fait, comme j'ai dit, pendant la première année du projet, on a fait l'identification des mécanismes, des stratégies. Donc on a tout collecté et appris de ce qui a été fait. La CDN 3 est en cours d'élaboration, disons. On a fait la première CDN 2015, après elle a été mise à jour en 2021. Et sur cette base-là, le projet déjà il a été fondé. Là, la Tunisie est en train de préparer sa troisième CDN, c'est la CDN 2024, je crois, qui a été lancée en 2024. Elle est en train d'être élaborée. Il y a beaucoup d'objectifs. On compte beaucoup sur le local, sur les acteurs locaux, sur le rôle des communes a été renforcé pour être au-devant donc, de cette action d'adaptation climatique. Sinon, il y a le plan national d'adaptation climatique aussi qui est en train de se mettre en place. Toutes les actions dans le cadre de ce projet sont en train de se mettre en œuvre en concertation avec le ministère de l'Environnement et le ministère, bien sûr, de l'Intérieur bien sûr, qui pilote l'instance l'IPAPT, qui pilote toutes les communes tunisiennes. Donc avec nos partenaires, nous sommes en train de suivre les politiques publiques nationales, nous sommes en train de suivre tout ce qui a été fait au niveau national, toutes les orientations. Et toutes les activités donc, du projet sont en train de se mettre en œuvre dans ce cadre-là. Alors, dernière question, quel message souhaiteriez-vous adresser aux citoyens et aux décideurs à l'issue de ces assises ?
Le message, il a été déjà lancé par... C'est vrai, moi je fais que répéter le message qui a été lancé par les acteurs locaux qui sont les mieux placés pour lancer ce message. Ce sont les acteurs locaux, c'est-à-dire, je répète, ce sont les responsables des 9 communes qui ont été sélectionnées pour bénéficier de ce projet. Ce sont les conseillers locaux. Ce sont les associations de la société civile au niveau local. Ensemble, ils ont lancé cet appel aux décideurs de prendre les mesures nécessaires pour favoriser l'adaptation climatique au niveau local, aider, appuyer les communes et les soutenir pour qu'elles soient capables de mettre en œuvre des actions concrètes, qu'elles aient des fonds. Et voilà, donc je pense que c'est un appel que je reconduis et j'espère qu'il sera entendu par nos décideurs et pris en compte. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Madame Hege Cherif pour cet échange. On retiendra que les assises assistent marquent une étape importante pour la Tunisie, celle d'un changement de paradigme où la nature devient un véritable allié de l'action publique, en misant sur des solutions fondées sur la nature, en renforçant les capacités locales et en impliquant tous les acteurs, élus, experts, société civile et citoyens. C'est toute une dynamique nouvelle qui s'installe pour une adaptation climatique plus juste, plus efficace et plus durable. Voilà, et on va y arriver parce qu'ensemble, on a toujours appris à relever tous les défis. L'union fait la force. L'union fait la force. Merci beaucoup, il est 11h29, vous écoutez bien sûr Autour de midi, tout de suite Etta James avec Atlas.